Monsieur le professeur Alain Pelé, monsieur le président de la Société française de droit international, madame professeur Delmas-Marty, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, monsieur le juge Bruno Cotte, membre de l'Institut également, ancien juge français à la Cour pénale internationale, monsieur Amougou, directeur de cabinet de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur Théodore Méron, président du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, madame Paola Gaeta, professeure à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, madame la procureure de la Cour pénale internationale, madame Fatou Bensouda, qui nous rejoindra, vous le savez, vendredi en fin de journée, monsieur le doyen Bossu, mon cher Bernard, monsieur le doyen Coussira-Couster, que j'ai aperçu tout à l'heure, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord un tout petit mot personnel pour signaler la présence de deux collègues qui sont chers au cœur de cette université. Ils y ont essuyé leur fond de pantalon, si j'ose dire, et puis ils sont allés sous d'autres cieux. En l'occurrence, Hélène Tigroudja, je ne sais pas où elle se cache, elle est là, et Julien Fernandez. Nous vous regrettons tous les deux. Nous sommes contents de votre parcours, bien entendu, que nous suivons de loin, mais sachez que vous avez laissé ici une trace importante et que ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on vous le doit aussi en partie, et on le doit aussi au doyen Coussira-Couster, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, je mesure l'honneur qui m'est fait, monsieur le président de la Société française, d'avoir à prononcer quelques mots d'accueil dans cette belle université pour accueillir ce colloque annuel de la Société française de droit international, car ça n'est pas un événement ordinaire, ça n'est pas une manifestation scientifique comme les autres, et nous avons cette année, et je le glisse au passage, deux événements de cette nature. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel Cartier, puisque nous allons également accueillir le congrès annuel de l'Association française des constitutionnalistes, et donc nous avons quelque part bouclé la boucle, réconcilié les internistes, les affreux internistes, et les internationalistes dans l'accueil qui est fait par l'Université de Lille Droit et Santé aujourd'hui. C'est un événement scientifiquement essentiel, et je suis sensible au fait que cet événement, je sais que je le dois beaucoup à Muriel Saillard, mais je vais y revenir, que cet événement ait lieu à Lille, parce que je trouve que c'est aussi un élément de reconnaissance de la dynamique dans laquelle cette université aujourd'hui est engagée, au-delà même de la question de la fusion des trois universités dont je ne vous parlerai pas, mais simplement cette quête permanente de l'excellence dans l'activité scientifique, dans la recherche, qui est aujourd'hui un véritable marqueur qui permet de distinguer les universités probablement les unes par rapport aux autres, dynamique dans laquelle nous sommes profondément immergés, lancés, et je pense que de nombreux collègues reconnaîtront qu'il y a là une vraie volonté d'avancer. Et cette contagion, si vous me permettez l'expression, dans une université de droit et santé, cette contagion aujourd'hui, elle touche aussi le domaine des facultés de droit, le domaine de la recherche juridique, spécialement peut-être en droit international, parce que cette discipline est plus ouverte sur le monde, elle est plus ouverte sur la pluridisciplinarité, elle est plus ouverte sur la diversité que ne l'est le droit interne. Là aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, c'est pour nous, et je tenais à le dire très officiellement et très solennellement, pour nous, un véritable honneur que de pouvoir accueillir aujourd'hui ce colloque de la Société française de droit international. Alors, bien entendu, je dois saluer la ténacité, et c'est un mot faible, c'est une litote, la ténacité de Muriel Hubeda-Saillard, que j'ai rencontrée finalement il y a assez peu de temps. Et c'est une histoire qui mérite d'être contée, car elle venait me voir pour me harceler, n'ayons pas peur des mots, précisément en lien avec l'organisation de cette manifestation scientifique. Alors elle a commencé sur un mode, je vais lui faire un peu les yeux doux pour voir si ça fonctionne, et puis elle est venue sur un mode plus classique dont on parlait tout à l'heure, à l'instant, plus actif dans la démarche. Elle venait pour réclamer un soutien financier qu'elle a d'ailleurs obtenu. Mais l'université n'a fait que son devoir en l'espèce. Et puis je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui est manifestement intelligent, dynamique, entreprenant, et j'ai fait d'une pierre deux coups. En gros, je lui ai dit, d'accord, vous aurez bien un petit peu d'argent pour votre colloque, mais à une condition, c'est qu'il faut que vous acceptiez de devenir vice-présidente chargée des affaires juridiques et institutionnelles de l'université. Je ne l'ai pas formulé comme ça, mais ça revenait à peu près à ça. Elle a accepté.
Elle a accepté, c'était pas facile. D'abord parce qu'elle ne connaissait pas nécessairement les contours exacts de la fonction et les contraintes que celle-ci supposait. Et puis, il fallait faire intervenir ça dans un concert d'autres activités, y compris activités scientifiques de préparation de cette manifestation, le master, enfin bref, l'ensemble des activités de Muriel Hubeda-Sayar, dont on sait qu'elles sont nombreuses, ces activités. Et elle a relevé le défi. Elle a relevé le défi. La preuve, c'est que vous êtes là pour l'organisation de cette manifestation scientifique qui a mobilisé beaucoup de son énergie, qui mobilise d'ailleurs une bonne partie de nos conversations, il faut le dire, indépendamment des questions juridiques et institutionnelles de l'université. Mais en même temps, je tenais à lui rendre un hommage sincère, un hommage très amical et sincère, parce que je disais tout à l'heure que je mesurais l'honneur qui était fait d'accueillir cette manifestation. Sans toi, Muriel, cette manifestation n'aurait pas eu lieu ici aujourd'hui. Donc, sois-en tout à fait officiellement, solennellement remercié, parce que c'était aussi extrêmement important pour l'université. Alors, je vais évidemment me garder d'intervenir sur le fond. Encore que, j'oserais à peine, ça va faire sourire le doyen Coussirat-Couster, parler de droit international. Je me souviens, quand j'étais étudiant en licence, le professeur de droit international qui nous enseignait cette belle matière résumait le droit international public en 3 mots. Il disait le droit international public, il est lacunaire, hétérogène et stratigraphique. Et c'était le plan de son enseignement. Première partie, le droit international est lacunaire. Ça, j'allais dire, c'était facile. Deuxième partie, etc. Bon. Vous n'avez pas de chance puisque vous êtes dans une université droit et santé présidée par un juriste. Et pas de chance, vous êtes en face d'un juriste de droit interne. Un affreux interniste, et je me souviens là aussi de querelles avec des européanistes ou des internationalistes qui nous voyaient, nous, internistes, notamment dans un jury d'agrég auquel j'ai participé, comme d'affreux souverainistes défendant des positions qui étaient aujourd'hui complètement dépassées. Je crois profondément, et je pense que l'action de l'université va dans ce sens, à la nécessité absolue de développer considérablement les formations et la recherche autour de l'objet international, autour de l'objet européen et international. J'y crois profondément pour des raisons strictement universitaires, pour des raisons strictement de visibilité, pour des raisons strictement d'attractivité scientifique. J'y crois encore plus profondément pour des raisons touchant à la citoyenneté, touchant à l'humanité et touchant à la nécessité pour chacun de prendre conscience que nous sommes divers dans le monde et que nous avons à nous confronter dans nos expériences universitaires, scientifiques et à nous confronter aussi dans nos expériences humaines. Et cette richesse-là, l'approche du droit international la permet, la commande même. Et il y a là, par conséquent, un devoir qui est celui de l'université. C'est la raison pour laquelle nous avons accompagné du mieux que nous le pouvions la mise en place de ce Master 2 autour de la justice pénale internationale, dont je me félicite qu'il soit aujourd'hui un vrai succès, parce que la mayonnaise a pris, et elle a pris vite, aussi bien en termes de nombre d'étudiants du master que de doctorants, et de doctorants financés, ce qui n'est pas si fréquent dans nos universités juridiques, où on a souvent des thèses, mais rarement des thèses financées. Là, de mémoire, sur 5 thèses, il y en a 4 qui sont financées, ce qui est quand même un succès. Et donc, je voulais profiter de cette occasion aussi pour dire à quel point, tant que je serai dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui, et personne ne sait combien elles dureront, eh bien, je continuerai à soutenir du mieux que je le peux le développement de cette discipline, le développement de ces recherches, par tous les moyens que l'université est en capacité de mobiliser, pas simplement des moyens financiers, pas simplement des moyens humains, mais je crois aussi la pression de l'urgence et de la nécessité d'appréhender, je le disais tout à l'heure, cette diversité. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole davantage. Bienvenue à tous. Excellente manifestation scientifique. Je regrette de ne pas pouvoir rester à vos côtés car j'aurais certainement, à n'en pas douter, appris énormément de choses. Malheureusement, les devoirs de ma charge étant ce qu'ils sont, je ne pourrai pas le faire. Merci infiniment pour votre attention. Alors, Monsieur le Président de l'Université, cher Xavier, Monsieur le Président de la Société française pour le droit international, Madame la Vice-présidente de l'Université, chère Muriel, Monsieur Coussirat-Couster, que je retrouve avec plaisir, ancien doyen de cette maison, chers collègues, chers étudiants, Madame, Messieurs, je suis moi aussi très heureux d'ouvrir ce colloque relatif à la souveraineté pénale de l'État au XXIe siècle. Alors je remercie bien évidemment très sincèrement la Société française
pour le droit international d'avoir choisi notre établissement pour organiser cette belle manifestation. Comme le disait Monsieur le Président il y a quelques instants, on est tous très honorés, et la faculté en particulier, par ce choix. J'associe à mes remerciements l'ensemble des partenaires et plus particulièrement le comité scientifique. Alors je sais que Madame la vice-présidente Muriel Saillard n'a pas ménagé son temps, ses efforts pour organiser ces 3 jours de réflexion sur la souveraineté en matière pénale. Merci aussi à l'ensemble des participants, je ne peux pas nommer tout le monde, mais les professeurs, les magistrats, les avocats, aussi les doctorants. Je me réjouis également que les jeunes chercheurs n'aient pas été oubliés, parce que je crois qu'assurément, ils ont aussi toute leur place dans nos journées consacrées à la recherche. Alors, je ne suis pas spécialiste de droit international, donc je me contenterai de quelques remarques très, très générales par rapport à ce colloque. En tout cas, on sait tous que le droit international classique repose sur la souveraineté des États, et la Charte des Nations Unies mentionne en premier lieu, parmi les principes qui gouvernent l'organisation mondiale, le principe de l'égalité souveraine. Cette vision classique de la souveraineté, principe de base des relations entre États, a naturellement vocation à s'appliquer à la matière pénale. On peut même penser qu'a priori, le droit pénal relève du noyau dur de la souveraineté de l'État. Historiquement, on sait tous que le droit de punir est l'expression de l'autorité du souverain à l'égard de sa population. Alors cette vision très traditionnelle de la souveraineté est aujourd'hui ébranlée. Certains parlent même d'une notion dévaluée, aussi bien dans les relations internationales que dans le droit international. Cette évolution trouve sa cause dans la mondialisation de l'économie et la globalisation des problèmes internationaux, mondialisation qui se traduit par une crise de l'État souverain et la dévalorisation des frontières nationales sur le plan économique ou encore juridique. Sur le plan européen, par exemple, la suppression de toutes les frontières intérieures dans l'Union et l'établissement d'un marché unique qualifié de marché intérieur a suscité bien évidemment débats, interrogations, et on a vu que ça suscitait encore questionnement à l'occasion de la dernière campagne présidentielle. Quelle place pour la souveraineté en présence d'une libre circulation des marchandises et des personnes? Quelle place pour la souveraineté face à la globalisation des risques? Risques sanitaires, risques nucléaires, risques climatiques. Aucun État, assurément, ne peut faire face seul à ces risques. Le droit pénal des nations ne peut pas échapper à cette globalisation. La criminalité n'a pas de frontières, et la souveraineté pourrait même servir de bouclier aux organisations criminelles qui vont exploiter les différences entre les systèmes de droit, profiter du manque de coordination entre des États qui ne parviennent pas à travailler de concert pour surmonter leurs différences. La coopération internationale, en particulier l'entraide judiciaire, est essentielle pour combattre finalement cette criminalité sans frontières. La montée en puissance des droits de l'homme vient aussi mettre à mal la souveraineté pénale. Les violations les plus graves des droits fondamentaux ne doivent pas échapper à la justice pénale internationale. Les organisations internationales régionales ont aussi largement contribué à ébranler la souveraineté pénale. Ainsi, le temps n'est plus où la question de l'existence d'une compétence de l'Union européenne en matière pénale apparaissait comme une incongruité. Je me souviens d'ailleurs à cette occasion, quand j'étais jeune agrégé, justement où j'ai passé l'agrégation, j'avais eu un sujet de réflexion sur les questions des sources et qui traitait justement du droit international et du droit pénal. C'était la deuxième épreuve, l'épreuve de droit civil. Bon, ça ne me rajeunit pas, hein, c'était il y a de nombreuses années. Alors, certes, on continue aujourd'hui d'affirmer qu'en principe, le législateur pénal et les règles de la procédure pénale restent de la compétence des États membres. L'idée sous-jacente est évidemment liée à la conception traditionnelle de la souveraineté des États, dont le droit de punir est l'expression par excellence. Pour autant, la réalité est infiniment plus complexe et il n'y a plus forcément de cloison étanche entre le droit pénal national et le droit de l'Union européenne. Ce dernier encadre d'abord le pouvoir de sanction du législateur national. Il y a déjà de nombreuses années
que le droit national ne peut établir ou maintenir des incriminations visant à autoriser des comportements non prohibés par le droit communautaire. On se souvient tous, en tout cas moi je m'en souviens en particulier, mais ça c'est mon exemple travailliste, j'aime bien toujours donner un exemple tiré du droit du travail. On se souvient tous du fameux débat, il y a de nombreuses années, sur l'interdiction du travail de nuit des femmes, et un employeur avait pu échapper à la sanction pénale dans la mesure où cette interdiction du travail de nuit, pénalement sanctionnée en France, était contraire à la directive du 9 février 1976 sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne n'hésite pas à enserrer la sanction répressive dans des limites raisonnables au nom du principe de libre circulation. On sait encore que pour assurer l'effet utile du droit de l'Union, il peut y avoir, le cas échéant, obligation pour les États membres de prévoir des sanctions pénales. Enfin, la coopération en matière de justice et de sécurité, la lutte contre le terrorisme, le souci de garantir les droits fondamentaux ont eu également pour effet de renforcer l'incidence du droit de l'Union sur le droit pénal national. Alors ce bref état des lieux incomplet, évidemment, soulève une question fondamentale qui sert de fil conducteur à tout votre colloque. Faut-il encore lier souveraineté nationale et droit de punir ? Nul doute que ce colloque va contribuer à renouveler les perspectives et à apporter des réponses essentielles à des questionnements particulièrement complexes. Moi aussi, malheureusement, je ne peux pas assister à ce colloque parce que je suis attendu au CFVU où on va voter aujourd'hui nos nouvelles maquettes de master. En tout cas, il me reste à vous souhaiter un excellent séjour au sein de cet établissement et un très très beau colloque. Je vous remercie de votre attention. Bon, je ne vais pas essayer de rivaliser dans l'éloquence avec le président Van der Triche, ni dans la science avec le doyen Bossuet. Bossuet, sachez que c'est nous qui sommes honorés d'être ici, Monsieur le Président, et l'île est devenue une sorte d'université d'accueil presque permanente pour la Société française pour le droit international, puisque, grâce en grande partie au dynamisme redoutable de votre vice-présidente, nous avons le plaisir d'être ici pour la deuxième fois en 2 ans, puisque en 2015, l'Université de Lille 2 a accueilli la Société française pour un sujet fort différent, mais ça montre l'étendue des objets d'intérêt et de la société et de Muriel Hubeda-Sayar, nous a accueillis pour une journée d'études sur la lex specialis. Les colloques se suivent et ne se ressemblent pas. Je m'associe donc tout à fait au remerciement du président à sa redoutable vice-présidente. Il a dit qu'elle était manifestement intelligente, dynamique et entreprenante. Manifestement intelligente, pas de problème. Je dirais vraiment redoutablement dynamique et entreprenante. Mais sans elle, ces colloques lillois n'auraient pas lieu. On attend celui de 2019, sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas eu de préemption de la part d'une autre université. Le programme de cette manifestation est, on l'a dit, exceptionnellement riche. Je dois dire que le titre qui a été retenu contourne habilement, astucieusement, un débat qui est rémanent dans ce domaine et que je viens d'évoquer avec M. Massé, qui est l'un des défricheurs de ce domaine, et avec ma très chère amie et ma mentor dans ce domaine. Je ne pense pas qu'on puisse féminiser le mot, bien que je sois un partisan enragé de la féminisation des titres. Donc ma mentor dans ce domaine est Mireille Delmas-Marty. Doit-on parler de droit international pénal ou de droit pénal international? C'est un vaste sujet. Contrairement à ce que dit Mireille, à mon avis, la distinction est très claire. Droit pénal international,
c'est en fait le droit interne tourné vers l'international. Le droit international pénal, c'est le droit international concernant les individus. Ceci dit, j'ai personnellement une querelle grave avec le titre qui a été retenu, bien que nous en ayons débattu au sein du Conseil de la Société française pour le droit international. Je pense qu'il n'existe pas de souveraineté pénale, qu'il n'existe pas de souveraineté culturelle, qu'il n'existe pas de souveraineté économique. La souveraineté, on l'a ou on l'a pas. J'avais fait, il y a quelques années, une comparaison hardie que je n'oserais répéter ici, mais on l'a ou on l'a pas. Et donc, il n'y a pas de souveraineté pénale. Il y a des compétences souveraines en matière pénale et il n'y a pas de souveraineté pénale. Alors j'ai décidé que vraiment j'allais être très bref parce qu'il faut respecter les délais et d'ailleurs c'est un appel que je lance en tant que président de la Société française pour le droit international au président de table ronde, de matinaux de demi-journée pour qu'il fasse respecter très strictement le temps de parole. L'avantage d'un colloque, c'est un endroit où on parle ensemble, c'est de pouvoir échanger des idées. Or, il y a une dérive que je trouve fâcheuse dans les colloques de la Société française pour le droit international, parce qu'il faut d'abord regarder ses tares avant de dénoncer celles des autres. On s'écoute beaucoup parler, mais on n'écoute pas beaucoup les autres. S'il vous plaît, respectez vos horaires et je vais être là. Et si c'est trop long, je n'hésiterai pas à me lever et à manifester mon impatience. Respectez les temps qui vous ont été imposés. Dernier élément de ces propos un peu décousus, le président a parlé de la tâche herculéenne de la réconciliation des internationalistes avec les affreux internistes. Je lui laisse la responsabilité du vocabulaire, de la terminologie, mais je voudrais dire que nous, à la Société française pour le droit international, nous nous efforçons de faire encore mieux et de réconcilier les publicistes et les privatistes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est au-delà des travaux d'Hercule. On y arrive relativement bien. Les derniers thèmes qui ont été traités par la société, à commencer par d'ailleurs la Lex Specialis il y a 2 ans, l'année dernière, l'entreprise face au droit international, cette année, la souveraineté, entre guillemets, pénale de l'État au XXIe siècle, sont des thèmes qui peuvent intéresser à la fois les privatistes et les publicistes. Et j'invite les uns et les autres, d'ores et déjà, au colloque de l'année prochaine qui aura lieu à Rennes sur la santé et le droit international. Et le droit international est entendu comme à la fois public et privé. Il se trouve que Rennes est une université également, droit et santé, comme l'est cette université. Je veux m'arrêter là parce que je voudrais que l'on commence pile à l'heure les réjouissances, donc que la fête commence. Et merci à tous d'être là et merci à l'université de nous accueillir. Alors, quelques remerciements rapides, malgré l'incrédulité de mes présidents, que je remercie pour leurs bons mots. Quelques remerciements parce que vous vous en doutez, un colloque SFDI, c'est quelque chose de très lourd à organiser et je ne suis vraiment pas seule à porter ce colloque. Il y a des personnes que je souhaite vraiment nommément identifier et qu'elles soient vraiment remerciées au nom déjà en mon nom, bien sûr, et puis au nom surtout de l'université et de la SFDI. Alors d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je remercie mes présidents. Le président de la SFDI, Alain Pellet, pour avoir fait confiance à Lille et à ma ténacité, je ne sais plus quel est le qualificatif, voilà. Mon président d'université qui... il l'a dit, est un fervent partisan du droit international public et moi je le vis de l'intérieur et je peux vous dire que c'est vrai. Et donc j'espère qu'il va être le président de l'université de Lille parce qu'en tant qu'internationaliste, je serais absolument ravie évidemment qu'il continue à supporter les projets que je lui présenterai. Exactement, la campagne est lancée. Suite à ces remerciements de nos présidents, évidemment, je remercie de tout cœur les intervenants très prestigieux qui ont accepté de participer quasiment immédiatement pour la plupart.
avec un peu d'insistance de ma part pour quelques-uns. Mais vraiment, merci à tous parce qu'en fait, votre seule présence garantit le succès de ce colloque. Nous avons aujourd'hui, je le dis pour les étudiants, nous avons aujourd'hui les plus grands experts des questions qui vont être présentées durant 2 jours et demi. Donc, vous allez tous beaucoup apprendre, et moi y compris, bien sûr. Je remercie nos partenaires, qui sont évidemment essentiels en termes de financement. Et je remercierai ensuite des personnes qui ont été absolument cruciales pour la logistique. Alors, ma complice Agnès Pacos, je ne sais pas si elle est là, pour entendre toute la gratitude que j'ai à son égard, parce que sans elle, je ne pourrais monter aucune manifestation scientifique. Donc, merci Agnès. Monsieur Éric Fourré, qui a toujours des conseils très avisés en matière de gestion des manifestations scientifiques. Laurence Vlich, qui va nous filmer pendant 2 jours et demi. Merci Laurence. Et Delphine Wild, qui n'est pas là, qui travaille au siège, qui est à la communication et qui subit mes élucubrations depuis 3 ans, dès lors que j'ai une idée d'affiche. Et j'espère que vous avez remarqué à quel point l'affiche de notre colloque est vraiment magnifique. Je remercie ensuite mes étudiants. Les étudiants du Master de Justice Pénale Internationale, actuelle promotion et ancienne promotion, qui se sont déplacés pour m'aider dans la logistique pendant les 2 jours et demi. Et je remercie mes 2 doctorantes, je ne les vois pas, mais elles sont là, voilà, Manon Dozen et Camille Cressan, qui m'ont aussi beaucoup aidé, beaucoup épaulé. Donc vous le voyez, mes chers présidents, j'ai été brève pour les remerciements. Monsieur le Président, tu peux fuir. Et Monsieur le Président SFDI, tu peux t'installer. Je vais commencer mon rapport introductif, sauf si vous souhaitez être là. Rapport introductif, lourde tâche pour un thème ambitieux, la souveraineté pénale de l'État au XXIe siècle. Alors, nous n'avons pas de différends, cher Alain, nous n'avons pas de différends, parce que, évidemment, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. L'expression est une facilité de langage, bien évidemment. Il n'y a pas de souveraineté pénale en droit. L'expression est inexacte en droit. Nous savons tous, depuis les 6 livres de la République de Jean Bodin, que la souveraineté se caractérise par l'unité, l'indivisibilité. L'unité principielle, finalement, qui était auparavant attribuée par Dieu, va passer, grâce à Jean Bodin, à la souveraineté, qui devient l'attribut de l'État moderne, on le sait, le véritable fondement de la communauté politique et du pouvoir. Alors, Cardin-Lebray expliquera que la souveraineté n'est pas plus divisible que le point en géométrie. J'avais prévu d'indiquer, parce que je suis moins timide qu'Alain, la fameuse boutade d'Alain sur la souveraineté, mais vu que lui-même n'a pas osé l'indiquer, je me tais. Bref, la souveraineté est indivisible. Alors, pour inexacte qu'elle soit, l'expression de souveraineté pénale est toutefois bien commode, parce qu'elle a le mérite de mettre l'accent sur l'étendue des compétences que le droit international reconnaît à l'État en matière pénale. Parler de la souveraineté pénale, ce n'est donc pas remettre en cause la conception formelle de la souveraineté pour adopter une conception matérielle, c'est seulement évoquer le lien intime dont a parlé le doyen Bossu, le lien intime qui unit la souveraineté au droit de punir. Le droit de la sanction pénale, le droit de punir. Le droit de la sanction pénale, c'est-à-dire le droit de conservation de soi-même, qui appartient autant à la société qu'à l'individu, découle de la souveraineté. Il en est une manifestation, il en est une conséquence, mais il n'en est pas le contenu. Pas plus que la souveraineté territoriale ne désignerait la part de souveraineté attachée au territoire de l'État. Ce lien entre souveraineté et droit de punir a toujours été perçu et présenté comme inaltérable. Autrement dit, pas d'État sans pénal, pas de pénal sans État. Et pourtant, le droit de punir n'échappe pas aux mutations qui animent aujourd'hui tous les ordres juridiques, depuis le début du XXe siècle, et qui conduisent à reconfigurer l'exercice de compétences souveraines dans des domaines autres que le champ pénal. Des mutations des compétences souveraines qui donnent lieu à des critiques récurrentes de la doctrine et des leitmotivs, comme, on le sait, l'État en crise ou la souveraineté moribonde. Les origines de ces mutations sont multiples, elles sont bien connues. Je ne doute pas qu'on en parlera pendant ces 2 jours et demi. D'une part, la mondialisation, l'approfondissement des rapports de système, le pluralisme juridique et les défis qu'il soulève. D'autre part, le renouvellement des formes de criminalité, notamment le terrorisme et les atrocités de masse. Et enfin, l'affirmation des droits de l'homme et de valeurs communes, avec la nécessaire lutte contre l'impunité. Ces mutations produisent divers effets auxquels sont consacrées les communications de notre colloque. Parmi ces effets, par exemple, le passage apparent
il y a une fervente critique de ce passage dans la salle. Passage apparent d'un droit de punir de l'État à un devoir de punir du fait de la multiplication des obligations conventionnelles de l'État. Autre mutation, le transfert partiel ou total du droit de punir, au plan normatif comme institutionnel, de l'État à des institutions supranationales. Ce serait aller bien vite en besogne toutefois que de déduire de ces mutations un affaiblissement de la souveraineté. Parce que les effets de ces mutations ne sont pas univoques. Et il me semble, mais je ne suis là que pour le rapport introductif, il me semble qu'en réalité ces mutations aboutissent autant à un renforcement qu'à un affaiblissement de la souveraineté pénale des pouvoirs constitutionnels de l'État. Et dès lors, au regard de cet état des lieux, il me semble absolument légitime de s'interroger sur la force et les formes du lien qui unit aujourd'hui la souveraineté au droit de punir. Ce lien constitue le fil d'Ariane de ces journées, invisible mais omniprésent, un peu à la manière de Dieu dans le monde pour Kierkegaard, même si la comparaison est un peu prétentieuse, je l'assume. Et c'est donc à ce lien que j'ai choisi de consacrer mon rapport introductif. Il me semble que le couple État-droit pénal emprunte largement au mythe et que ce mythe peut être relativisé. En d'autres termes, le droit de punir peut être pensé en dehors de l'État, et c'est ce que je tenterai d'exposer rapidement dans un premier point. Pour être déconnecté de la souveraineté, cela dit, le droit pénal doit trouver des facteurs de légitimation. Et la prudence, voire le défaitisme des commentateurs autorisés, sont sans doute justifiés par la complexité de cette quête de nouveaux facteurs de légitimation. Et c'est ce que j'analyserai tout aussi rapidement, j'espère, dans un second temps. Le couple mythique que forme l'État et le droit pénal peut être dépassé si on parvient à se détacher du projet politique qui a accompagné la construction de l'État moderne pour en revenir à la rationalité du droit pénal, c'est-à-dire à ses fondements et à sa raison d'être. Si on revient à la construction de l'État moderne, il me semble qu'on pourrait la résumer en un slogan. Pas d'État sans pénal, je l'ai dit tout à l'heure, pas de pénal sans État. Parce que la naissance de l'État et du droit pénal sont considérés comme deux processus indissociables, en Europe du moins, et pour cause. Et pour cause parce que l'État souverain cherche alors à s'affranchir de la double tutelle du pape et de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. On connaît le précieux sésame de Jean Bodin, le roi est empereur en son royaume. Et pour s'affranchir de cette double tutelle, il doit maîtriser pleinement la création et l'application du droit, et notamment du droit pénal. Il va centraliser, consolider son pouvoir en établissant un ordre juridique unifié, hiérarchisé, vertical, transcendantal, bref, un ordre jupitérien, unique et tout-puissant, ou en tout cas, c'est ce à quoi il aspire. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, et le XXIe siècle même, devrais-je dire, la souveraineté va connaître évidemment des évolutions, je vais vite sur ce point. D'un pouvoir suprême et illimité, elle va devenir un pouvoir sans supérieur qui va permettre évidemment l'égalité souveraine des États consacrée à l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. Mais ces mutations de la souveraineté ne vont pas vraiment altérer la perception du droit de punir, qui reste la marque inaliénable du monopole de la contrainte légitime de l'État et que l'État détient sur son territoire, conformément à l'analyse sociologique weberienne. Or, il me semble que l'État n'est pas seulement la violence du pouvoir. Il ne procède pas seulement de la violence du pouvoir. Il aspire aussi à fonder le vivre ensemble. Il aspire aussi à pacifier la cité. Et cette dualité paradoxale qui a été beaucoup étudiée par Paul Ricoeur, on la retrouve dans les deux figures antiques de la justice. Thémis, qui trône en grand, Thémis qui brandit la loi telle une épée pour punir ceux qui l'offensent, et Dike, la fille de Thémis, qui assure l'autorégulation des rapports sociaux en vue de garantir leur harmonie. Donc la justice qui se déploie au sein de l'État est paradoxale. Elle allie verticalité et horizontalité, légalité et légitimité, et ces antagonismes tissent la trame complexe du droit de punir. Et dès lors, si on analyse le droit de punir à l'aune des théories contractualistes, il me semble qu'on peut transformer le slogan que j'indiquais tout à l'heure en un nouveau slogan, pas de pénal sans société, pas de société sans pénal. Parce que si on se replonge dans le pacte social de la philosophie des Lumières, on comprend que le droit de punir ne résulte pas de la puissance de l'État, il résulte du don
de l'abandon d'une portion des libertés individuelles par chaque citoyen au souverain, de manière à ce que le souverain puisse garantir à la fois la sécurité collective des personnes et des biens, ainsi que la satisfaction du bien commun, bien avec un grand B, évidemment, bien commun qu'exprime le projet de société. Alors, ce projet, le pacte social, bien connu, il va avoir des incidences sur la perception qu'on a du droit pénal. Parce que si on change de perspective, le droit pénal, dès lors qu'il repose sur un abandon de liberté individuelle, nécessairement, il doit se borner par le principe de nécessité. Et du coup, au droit de punir du souverain, s'allie automatiquement, et surtout, j'ai envie de dire, le droit de ne pas punir, et même le devoir de ne pas punir, puisque le droit pénal, normalement, doit être l'ultima ratio du souverain, la réponse ultime au comportement déviant qui porte atteinte à la société. D'autre part, la fonction expressive du droit pénal, c'est-à-dire la capacité du droit pénal à défendre un projet de société et les interdits fondateurs d'une société. Cette fonction expressive, il me semble, peut s'exercer dans d'autres cadres d'organisation sociale que l'État. Parce que ramenée à son essence, la rationalité pénale vise toujours à garantir l'ordre et la prévisibilité des relations sociales, quelles que soient les frontières matérielles, institutionnelles ou géographiques de ce droit. Autrement dit, pour conclure ce premier point, l'État, selon moi, n'est pas la condition sine qua non de l'existence du droit pénal, tout comme il n'est pas la condition sine qua non de l'existence du pouvoir. Et là, les travaux de Georges Burdeau l'ont bien montré. Et à ce stade de l'analyse, on peut s'interroger. Si la Thémis n'est plus le privilège exclusif de l'État souverain, et je paraphrase Hobbes, je me permets, que reste-t-il du Dieu mortel ? Eh bien, je crois quand même qu'on peut dire que l'État demeure une source de légitimité inégalée du droit de punir. Et que, du coup, si dissocier le droit de punir de la souveraineté est une entreprise possible, c'est ce que j'ai essayé de montrer très rapidement, c'est une entreprise extrêmement délicate, et j'en viens naturellement à mon second point. Parce que tout le défi qui se pose au droit de punir, lorsqu'on veut le détacher partiellement de la souveraineté, c'est de trouver de nouveaux facteurs de légitimation, au moins sur deux plans. Tout d'abord, au plan formel, se pose la question de la légitimité des sources et des institutions politiques qui détiennent le droit de punir. Et puis, au plan matériel, se pose la question de la légitimité du contenu du droit de punir, du droit pénal, contenu du droit pénal qui lui-même, bien sûr, fait écho aux nécessités sociales du droit de punir. Alors pour Beccaria, je le cite, « Les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et ce pouvoir ne peut résider qu'en la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social. » On connaît des délits et des peines, le célèbre traité de Beccaria. Mais ce qui était vrai en 1765 ne l'est plus aujourd'hui, bien sûr. Ça ne l'est plus. On assiste depuis de nombreuses années à ce qu'on appelle le déclin de la légalité criminelle. On assiste à ce que la doctrine dénonce comme étant l'érosion générale du politique en matière pénale. Et l'État n'a plus, depuis longtemps, le monopole de la définition des infractions, tout comme il n'a plus le monopole de l'application des règles pénales. Plusieurs exemples, mais très rapides, parce que ce sont des exemples qui seront développés, bien sûr, pendant les journées. La législation de l'Union européenne qui pose des règles d'incrimination et de sanctions. Deuxième exemple, la pression que met la Cour européenne des droits de l'homme pour faire du droit pénal un instrument prioritaire de la protection des droits fondamentaux, s'autorisant du coup à jeter un droit de regard sur le droit pénal. Et puis, dernier développement, cette mutation du principe de légalité qu'on connaît en droit international pénal, et là, pour le coup, je suis dans mon champ, donc je suis plus à l'aise, parce que voilà, en droit international pénal, on n'a pas un principe de légalité stricto sensu, on a un principe de légalité dilué. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge Jorda, donc quelqu'un qui s'y connaît bien. Dilué parce que, en fait, ça n'est pas nullum crimen nulla poena sine lege, c'est nullum crimen nulla poena sine iure. Et donc, on inclut le droit international coutumier. Et ça change tout dans la vision du principe de l'égalité. Et je parle sous le contrôle de mon ami pénaliste. Donc, la multiplication des sources plurielles, non hiérarchisées, qu'il faut coordonner au sein d'un ordre dialogique, et l'expression est de Madame Mireille Delmas-Marty, cette multiplication des sources plurielles donne lieu à des nouvelles configurations très inconfortables. Et 3 exemples, très rapides encore une fois.
La Cour constitutionnelle allemande, un exemple qu'on connaît tous, qui ne manque pas de souligner que l'organisation institutionnelle de l'Union européenne ne possède pas encore une légitimité démocratique comparable à celle d'un État constitutionnel, ou encore les cours constitutionnelles italiennes et espagnoles, qui s'opposent respectivement aux cours européennes des droits de l'homme aux cours européennes des droits de l'homme et cours de justice de l'Union européenne, pour expliquer que la protection des droits fondamentaux est mieux assurée au plan national qu'au plan supranational. Donc nous sommes aujourd'hui au milieu du gué, si on parle de l'internationalisation du droit pénal. On est au milieu du gué et en même temps, personnellement, je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Je ne vois pas comment un retour à l'État souverain comme référentiel unique du droit de punir serait possible aujourd'hui. Alors en attendant, ce fameux passage de la pyramide au réseau, que connaissent tous les ordres juridiques quasiment, impose une nouvelle figure institutionnelle. Et cette nouvelle figure, ça n'est évidemment pas le législateur, c'est le juge. Le juge devient la figure incontournable de l'articulation des systèmes normatifs et de leur référentiel de valeur. Indépendamment des problèmes qui sont soulevés par ce qu'il est convenu d'appeler l'expansion externe de la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire le poids qu'on met sur les épaules du juge en lui donnant des fonctions qui ne sont pas les siennes, prima facie. Indépendamment de ça, si on parle du juge, évidemment, ressurgit la question de sa légitimité face à un pouvoir politique élu, et surtout la question de la capacité du juge à être le garant ultime de la paix sociale. Par exemple, deux questions peut-être un peu provocatrices. Quand le juge des droits de l'homme s'oppose à certains processus de réconciliation nationale type amnistie, alors que ces processus ont été approuvés par référendum. Autre exemple, quand le juge pénal international décide de poursuivre un président en exercice qui a pourtant été réélu démocratiquement entre-temps. Est-ce que là, on n'est pas en plein dans une vision kantienne de la justice absolue ? Et est-ce que cette vision ne fait pas fi, quelque part, de la souveraineté du peuple et de la pacification des relations sociales qui devrait être l'objectif ultime de la justice ? La justice n'est pas une fin en soi, elle a un objectif. Et j'en viens donc, évidemment, à la question de la légitimité matérielle du droit pénal, qui sera mon dernier point. Légitimité matérielle du droit pénal, c'est-à-dire la légitimité du contenu du droit pénal. Et là, deux points très distincts. Il faut distinguer clairement le droit national du droit international. Au niveau des ordres juridiques nationaux, on assiste à une pénalisation tous azimuts, c'est-à-dire une criminalisation croissante des comportements qui tentent à faire du droit pénal non plus l'ultima ratio qu'il devrait être, mais la prima ratio. Les raisons de ce phénomène sont diverses. Je ne doute pas qu'elles manqueront d'être évoquées, notamment dans les ateliers. Multiplication des valeurs sociales à protéger, première raison. Déploiement d'une politique générale de prévention des risques. Impératif d'efficacité, auquel s'associe pleinement le droit pénal. Est-ce un mythe ou pas ? Je laisserai les pénalistes répondre à cette question, mais il est vrai qu'on dit souvent que le droit pénal est synonyme d'efficacité. Et puis enfin, sans doute, démobilisation du politique pour assurer des arbitrages pourtant nécessaires entre les protections nécessaires entre les différentes valeurs sociales à protéger. Toutes les valeurs ne nécessitent peut-être pas la même protection. Alors avec ce surinvestissement pénal, je crois qu'on peut dire que si l'État n'est plus nécessairement au cœur du pénal, le pénal reste au cœur de l'État. Et il reste au cœur de l'État parce que je pense que l'État y trouve aussi un moyen de réaffirmer sa souveraineté qui est en perte de vitesse dans d'autres domaines, et notamment, bien sûr, le domaine économique. Donc l'État ne va pas hésiter aujourd'hui, effectivement, à surcriminaliser des comportements qui ne l'étaient pas, mais aussi à exercer de manière très très active ses compétences territoriales et surtout personnelles, actives comme passives, unilatéralement, quitte évidemment à ce que cela crée des conflits de compétences avec d'autres États. Cette surmobilisation du droit de punir a quelque chose pour moi de troublant, je laisserai les pénalistes en parler. Il me semble que si on considère que le pénal, c'est l'aveu d'un échec de la société à déployer des moyens inclusifs suffisamment performants pour garantir le vivre ensemble, eh bien évidemment, la surmobilisation du pénal a de quoi inquiéter, il me semble. Alors au plan international, en revanche, au plan international, le droit pénal demeure bien l'ultima ratio. Il n'est pas la prima ratio. Il demeure l'ultima ratio, c'est-à-dire que le droit pénal, ou le droit international pénal, ne va être convoqué que pour défendre des interdits absolument fondateurs de la société humaine, à savoir l'interdiction des crimes de masse, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Est-ce qu'on peut contester sa légitimité ? On le voit aujourd'hui, évidemment, dans les difficultés, notamment qu'a la Cour pénale internationale à exercer sa compétence. On peut sans doute contester sa légitimité, elle l'est.
par certains États, il me semble qu'une des critiques pourrait être le degré d'adéquation entre le droit international pénal qui est en train de se développer et le degré d'intégration de l'ordre public international, naissant, existant, fictif, chacun aura son idée. Alors, en définitive et pour conclure, le droit de punir peut être exercé, vous l'aurez compris, en tout cas c'est mon idée, en dehors du cadre étatique. Mais des ajustements normatifs sont encore nécessaires pour qu'il assoie pleinement sa légitimité. C'est l'éclairage que j'ai cru bon d'apporter aux 3 dimensions du droit de punir qui vont rythmer les 3 temps de ce colloque. La dimension politique que nous allons aborder aujourd'hui en évoquant les valeurs politiques et sociales ainsi que les interactions normatives comme enjeu de souveraineté. Autrement dit, vous l'aurez compris, j'aime bien les slogans, le droit de punir, pourquoi faire? La dimension personnelle qu'on évoquera demain, le droit de punir pour qui et par qui? Et enfin, la dimension spatiale, la fameuse question de la déterritorialisation du droit pénal, rien que dire le mot est un enjeu, le droit de punir et ses rapports avec la souveraineté territoriale. Je vous souhaite à tous un très bon colloque et je vous remercie.